Place des grands hommes, la seule émission qui vous donne l'autorisation de réfléchir à haute voix. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission qui vous donne cette occasion-là de réfléchir à haute voix. Place des grands hommes, une émission qui accueille des gens qui viennent ici pour réfléchir, donner leurs avis sur plusieurs sujets, parce qu'il y en a trois. Nous parlerons des trois sujets et comme vous le savez, chers amis téléspectateurs, ces sujets seront guidés par le hasard. Le hasard parce que ici dans cette émission, nous avons l'habitude de tirer au sort les lettres qui nous donnent, qui nous ouvrent les sujets que nous allons, qui feront l'objet d'échanges entre nous et notre invité. Ce soir, nous avons un invité, quelqu'un qui doit venir ici pour pouvoir réfléchir à haute voix, réfléchir avec nous sur ce que la Providence, le hasard nous donnera comme sujet. Lui, c'est un analyste et surtout journaliste. Il s'appelle Mike Dardy Diana qui va faire son entrée sur ce plateau. Nous allons devoir l'accueillir. Il va venir ici et nous l'accueillons. Nous lui disons bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous asseoir. Okay. Mike Dardy Diana, analyste et journaliste. Et journaliste également. Marié? Oui, moi je suis marié. Marié à Sarah Okende Diana. Et père d'une seule fille maintenant, parce que l'année passée, j'ai déjà perdu un garçon, le fils aîné, donc voilà ce que je peux dire de mon état civil. En fait. Bon, comme vous voyez dans la glace, devant un miroir, vous vous disiez quoi? La providence de Dieu. Comment expliquer-nous un peu? Comment vous expliquer? Je suis de ceux qui estiment que régulièrement, ce qu'on est, ce qu'on devient, le soutien qu'on peut avoir de gens, le fait d'avoir des gens qui vous aiment, les gens qui vous accompagnent, les gens qui vous assistent, les gens qui vous aident, ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Chacun d'entre nous a un parcours tracé. C'est vrai, quand je le dis, cela n'exclut pas le caractère ou encore la force de caractère de tout un chacun. Mais les opportunités, encore les résultats qui peuvent en découler de chaque effort fourni, c'est le fait qu'on ait en nous la grâce de Dieu. Donc, c'est tout ce que je vois à chaque fois que je suis devant. C'est aussi pour ça que les gens vous respectent beaucoup et vous admirent beaucoup. Autant que moi j'admire beaucoup les gens et je respecte tout le monde. Ça, c'est un principe de la vie. C'est une éducation? Oui, une éducation. Ouais. Une éducation. Mike Dardy et Diana, on le connaît, il passe beaucoup à la télé, il fait des analystes et ces analystes ont une sorte de coloration propre à vous. Bon, en fait, je ne connais pas quelqu'un... Vous êtes de quel bord? Quel bord? Je ne comprends pas le sens de la question. De par ma profession, l'éthique m'interdit d'avoir une coloration politique. La question, c'est que vous êtes de quel bord? Je ne sais pas répondre à cette question-là parce que je ne réponds pas au même principe à ces stades-là. Donc, si les gens cherchent, mais quand vous dites ça, depuis un certain moment, les gens m'ont collé l'étiquette d'être de l'union sacrée. Depuis un certain moment. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un principe, c'est que, au-delà de la critique que je peux mettre, le respect de l'autorité établie est pour moi une valeur intrinsèque et sacro-saint. C'est pas en bon africain. Oui, c'est pas pour autant parce que je ne suis pas d'accord avec une politique que je suis obligé de le dire poliment, je suis obligé de le dire avec un ton assez particulier. Je n'ai pas besoin, moi, d'être hargneux pour dire qu'à ces stades-là, le chef de l'État et son gouvernement ont échoué ensemble. Je n'ai pas besoin, moi, de faire toute une litanie, je n'ai pas besoin de faire débourser autant d'énergie, je n'ai pas besoin d'avoir un langage sec et cru pour critiquer quoi que ce soit. Parce que, appliquons le principe qu'on a l'habitude d'utiliser, je comprends. Pour un communicateur stratégique, je sais ce que c'est un élément de langage qu'on vient défendre pour faire valoir un point de vue ou pour avoir de l'ascendance dans un débat politique. Mais moi, je me suis donné la discipline, puisque je n'ai pas une coloration, puisque je ne réponds pas directement d'une formation politique,
Je n'ai pris aucun engagement avec une formation politique pour aller défendre les idées et les idées d'un parti politique. Je ne vois pas pourquoi je vais adopter la posture d'un communicant politique. Ça, c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, même si beaucoup de nos amis le disent souvent, quand vous allez dans un plateau politique avec le journaliste, et quand vous dites tout ça avec Daladiana, lui là, il fait les débats, devient trop scientifique, les débats deviennent trop de principes. Vous ne voulez pas débattre à principe, vous voulez discuter. Ça, c'est votre marque à vous. En fait, oui. À un certain moment, les gens me disent, non, mais ça commence à te porter préjudice. Non, mais ça dépend de ce que vous qualifiez de préjudice. Ça dépend de l'angle dans lequel vous voyez. Pour moi, quand tu dis ça, ça veut dire qu'au moins dans la vie, j'ai un principe. Il y a deux choses dans quoi j'obéis. Que d'être celui qui vient, au lieu d'analyser, tu t'aimais à faire des invectives, et puis on va dans les subjectivités, on fait dans des raccordements, et puis finalement, à la fin des comptes, on met un peu de tonalité directe et sec, et puis finalement, ça passe. C'est pas ça, en fait. J'ai une religion, j'ai une manière de voir les choses, j'ai une manière de faire. J'ai surtout une personnalité. À protéger. Pas seulement à protéger. Oui. Ça découle de moi, ça veut dire que c'est moi. C'est naturel. C'est moi. C'est tout vous. Je peux, même quand je voudrais, je ne suis pas sûr de pouvoir faire comme tout le monde. Même quand il faut essayer un peu de jouer le jeu. S'il faut essayer un peu d'expliquer l'inexplicable, je ne saurais pas. C'est toujours difficile. Ça veut dire qu'il m'est arrivé, moi, en tant que journaliste, de défendre des causes politiques. Ça m'arrive, je ne dirais pas aux gens que ça ne m'est jamais arrivé, mais la première des choses, c'est qu'il faudra que je sois convaincu de ce qu'on dit. Quand j'adhère à la pensée, je crois que exactement il y a des valeurs, il y a des histoires, il y a des arguments qui tiennent debout, je peux le défendre. Parce que de mon rôle, ça ne m'empêche pas de dire, écoutez, monsieur le journaliste, puisque vous prenez l'habitude sur le plateau politique, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, on estime qu'ici, à ces stades, ici, on a raison. En fait, de porter une cause, quand j'estime que cette cause est noble. Donc, au-delà de ça, aller juste dans l'idée de prendre l'argent de quelqu'un pour venir dire de choses dont quoi on ne croit pas nous-mêmes, c'est un exercice compliqué. Donc, on devient un robot. On doit exécuter une tâche. C'est tout ce qu'on ne sait pas faire. D'ailleurs, déjà, du fait que je suis le genre de gens qui fait un effort d'être à la fois vrai et juste. Ce qui fait que c'est difficile de prendre cette structure-là. C'est-à-dire ma conscience m'accule tellement que j'ai une conscience très chargée et très présente. Je suis capable de me culpabiliser pour quelque chose que je fais sans le savoir. On est avec Chicho ici. J'ai dit quelque chose peut-être par mégarde sans penser. Et quand le récap arrive après, je dis, ah, j'avais dit ça à quelqu'un, mais est-ce que c'est correct? Et je risque de ne pas. Mais peut-être la personne ne s'était même pas rendu compte de ça. Oui. Et je risque de passer une mauvaise soirée ou un après-midi difficile parce que j'estime que ce n'était pas correct de ma part de dire ça. Jusqu'à ce que je répare. Donc, parce que j'estimais que ce n'était pas correct, mais pour être correct dans cette émission, nous avons l'habitude de tirer au sort les lettres qui vont nous ouvrir un peu à notre entretien de ce soir. La première, c'est à vous. Oui, c'est à vous de nous dévoiler ce qui se cache. Ce qu'on a comme lettre, on a B. La lettre B, B comme bonjour, B comme Burundi, le chef de l'État était au Burundi, B comme black aussi, oui. Vous êtes noir, nègre. Je suis africain, pas noir. Africain. Je ne suis pas noir, je suis africain. Quelle place Parce que ma peau n'est pas noire. Mes chaussures sont noires, mais pas ma peau. Votre peau n'est pas noire? Non. Ça veut dire quoi? Parce qu'on dit, bon, on dit de nous que nous sommes des noirs, parce que c'est pour nous différencier des autres races. Malheureusement, les démarcations... Parce que les Indiens ne sont pas rouges, les Chinois ne sont pas jaunes, mais c'est juste pour nous démarquer des autres. La démarcation faite par les autres, moi, généralement, je ne vois pas les choses dans ce sens-là. J'ai toujours été horrifié par les étiquettes que les autres mettent de nous. Comment? Bon, vous parlez des différenciations. À quel niveau? Je sais que c'est au niveau de la race. On dit la race noire, la race blanche. Je sais que c'est peut-être pas le sujet, mais j'ai toujours eu du mal à ça. C'est trop caricatural à mon humble avis. Alors, on pouvait dire quoi? On veut différencier comment pouvons le différencier un Africain d'un Asiatique? Bon, Asie du Sud-Est. Celui-là, c'est africain, l'autre est asiatique. Pourquoi vous cherchez de différence?
On parle de l'Afrique alors. Ok. Quelle place occupe l'Afrique actuellement dans l'histoire, Quelle place dans le occupe- monde dans le monde. aujourd'hui? Quelle place occupe Quelle est la l'Afrique? place de l'Afrique? L'Afrique a la place de l'espoir et la réserve du monde. Expliquez-vous. L'Afrique est en fait cette pierre que le constructeur a levé l'option de jeter, jugeant de son utilité, et qu'après, dans les angles, il s'était rendu compte que l'équilibre des pylônes était né par cette pierre-là. C'est ça l'Afrique dans le monde. Mais l'homme blanc a toujours compris cela depuis la nuit des temps. Il y a une différence entre comprendre... Mais l'Africain ne l'a jamais compris, jusqu'à aujourd'hui peut-être. Moi qui le dis, je suis africain. Vous qui êtes en face de moi, je suis sûr que vous l'avez déjà compris. C'est une infime minorité. Je ne pense pas que c'est une minorité. Le problème de l'Africain ne réside pas dans la compréhension de choses. Le problème de l'Africain réside dans l'être de l'Africain. Et je comprends, cette manière d'agir est la résultante d'un passé assez difficile. Des caricatures des autres, de l'habitude dans laquelle on a fait évoluer cet Africain-là, ce qu'on a mis dans sa tête par le voie de l'instruction, en fait. Mais en réalité, l'Africain connaît. Nous devons changer notre programme. L'Africain, c'est ce qu'il représente. L'Africain, c'est vraiment le genre de gens qui perd en sachant exactement pourquoi il a perdu son combat. La seule chose qui différencie l'Africain des autres peuples réside au niveau de valeurs intrinsèques. Comment? Particulièrement le Congolais est un peuple indiscipliné. Comment expliquer? Soyez plus explicite. Indiscipliné, comment? La discipline est le moteur du devenir de l'être humain. Quand il faut expliquer aux gens, c'est que on peut être motivé à faire quelque chose. Sans la discipline, on va vite se lasser. Donc c'est là maintenant que les Blancs nous disent de nous que nous sommes des fainéants. Exactement. Donc ils ont raison. Pourtant, Bon, on ne les appelle pas les Blancs Européens. Vous ne voulez pas qu'on puisse les appeler les Blancs. Quand les Européens disent que nous sommes fainéants, il y a un paradoxe. Parce que sur le plan manufacturier, sur le plan d'effort physique, ils savent que tout ce qu'ils ont bâti, c'est grâce aux muscles des Africains. Et eux-mêmes disent, Mais quand quelqu'un travaille trop, ils disent, tu travailles comme un nègre. Non, mais en fait, quand ils disent on est paresseux, c'est pas à ce stade-là. C'est la comment? capacité de travailler avec conscience et discipline. Déboucher de l'énergie n'est pas forcément faire ce qui est utile et nécessaire. Comment? Bon, écoutez, je décide ici, j'arrive à les phares, et puis je me rends compte, je dis, ah, cette lumière-là de l'autre côté ne s'allume pas. Je me tue à vouloir réparer, et puis pas à la fin, la lampe s'allume. Et que quand le régisseur qui est de l'autre côté estime qu'il y a beaucoup trop de lumière froide, et que finalement ça altère à la qualité de l'image, j'ai déboursé de l'énergie, mais inutilement. Pourtant, la réflexion voudra à ce que je me pose la question, pourquoi on n'a pas décidé d'allumer cette lumière-là? Vous êtes un des partisans idéologiques de Kémy Séba. Je ne sais pas. C'est cette jeunesse africaine qui veut en découdre avec les vieilles habitudes. Je ne suis pas rancunier. Cette jeunesse africaine qui veut renverser les choses. Renverser les choses, oui, mais en découdre, pas forcément. En découdre dans son sens, ça veut dire qu'on veut coûte que coûte en finir avec les autres. Je suis partisan de ceux qui estiment que le pardon volontaire est salutaire pour soi. Quand Chicho me fait du mal et que je décide de garder une dent contre lui, en fait, la personne qui souffre, c'est moi, c'est pas lui. Tout acte posé, toute vie menée sous la colère, c'est perd forcément. Commencez par, non pas oublier, analyser le contexte, sa responsabilité dans ce qui est arrivé, et en fin de compte, corriger ce qu'on peut corriger, et imposer cette fois-là une nouvelle dynamique aux autres. Comment oublier tous ces héros qui sont tombés,
tous ces héros-là, s'ils étaient encore en vie, l'Afrique ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Les Lumumba, les Sankara, ils sont nombreux, les Steve Biko, les Muammar Kadhafi. Comment oublier, pardonner directement alors que... Vous m'emmenez sur un terrain où, généralement, les gens ont souvent eu des problèmes à percevoir ce que je dis et ce que je pense. Nous sommes là pour ça. Il faut reconnaître le combat des autres pour que nous soyons enfin un peuple, que nous soyons nous-mêmes. Mais, je dis toujours, un combat qui n'atteint pas sa finalité est un combat perdu. Pensez-vous que Lumumba s'était battu pour que finalement nous vivions du néocolonialisme? Je ne pense pas. C'est parce que l'homme blanc a une longueur d'avance. Alors? Il sait déjà que si je perds cette bataille, je peux les attaquer ici et puis je les aurai facilement. Alors, ça veut dire que nous n'avons pas gagné notre combat. Alors, comment faire pour sortir de cette situation où nous devons toujours être dépendants des bons vouloirs de l'Occident? On doit nous dicter notre loi. Il y a le franc CFA qui est imprimé en Europe, qui est géré par la France. La discipline, c'est le maître mot. Que veut dire la discipline? Je vais l'illustrer par un exemple que la plupart des coachs en développement utilisent. Quoi? La vie, c'est comme la boxe. 20% seulement de talent, 80% de cœur. La hargne. Non, pas la hargne. La détermination et l'intellect, en fait. Et savoir à la fois encaisser le coup. Mais on en a encaissé des milliers. Laissez-moi vous dire, il y a une différence entre... Depuis dire au coach aujourd'hui, on en encaisse. Il y a une différence entre subir et encaisser. C'est quoi la nuance? Quand on subit, ça veut dire que on est victime de coups portés par l'autre. Mais quand on encaisse, ça veut dire que c'est un choix stratégique. On a décidé d'encaisser parce qu'on est en train d'attendre un résultat à la fin de cela. Comme l'exemple du jeu de dames, quand je te donne, ça peut te donner l'impression... Exactement, en train de chouner. Un peu comme les grands boxeurs de l'histoire le faisaient. C'est-à-dire que savoir un certain moment comme Mohamed Ali, t'épuiser. Savoir te laisser prendre certains avantages. Quand tu donnes, tu t'épuises. Et quand tu t'épuises, que le centre névralgique devient vulnérable. Et que lui sait que quelqu'un de fatigué, un bon coup, à tel point, je mets KO. Ce qui faisait que ces gens-là ne finissaient jamais les 11 ou les 12 rounds qu'on mettait. Au bout de 4-5 rounds, tu es KO. Alors, face à un adversaire, si vous voulez qu'on en parle comme un combat de boxe. Il y a beaucoup trop de langage imagé. Je voulais répondre de manière claire à ce qu'il faut faire quand j'ai parlé de la discipline. En fait, c'est quoi la discipline? La discipline, c'est savoir accepter le contexte actuel pour finalement en créer d'autres demain. Qu'est-ce qui rend difficile l'émancipation de l'Africain vers le monde européen? C'est ça la question. L'Africain ne veut pas accepter le sacrifice qui doit découler de cela. C'est quoi le sacrifice? Accepter de vivre sans l'Occident. Une vie, comment je peux dire? Une vie temporaire. J'illustre l'exemple par le chinois. Une vie de transition. Une vie de transition, le mot est bien choisi. Renoncer à tout ce qui peut sembler être très attachés à vous, mais qui ne sont ni dans la case de l'important, ni dans la case de l'urgence. Et aussi dans les deux contextes. Donc juste la nécessité. Mettre l'urgence après l'importance. Parce que tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. L'Africain d'aujourd'hui qui veut vivre comme l'Européen, l'Africain d'aujourd'hui qui veut avoir comme tout le monde, l'Africain d'aujourd'hui qui veut se conformer au siècle présent, ne sait pas que cette vie-là d'approximative, c'est cette vie-là d'apparence, ne lui permettra pas d'avoir ce qu'il y a de fond. Pourtant les exemples sont légion. Comme quoi? Allez suivre les exemples de nos amis chinois. Les gens utilisent souvent, interprètent mal, non, les Chinois se sont enfermés chez eux et puis ils ont dit, non, non, c'est faux. Aucun État ne peut vivre seul. En autarcie. La Chine n'a pas vécu en autarcie. La Chine a adopté la stratégie et a imposé
un idéal à chaque peuple, un mode de vie. Avec le fouet. Exactement. Bon, pas forcément faut avec des mesures restrictives, même si la fouet... Aujourd'hui, il y a le droit de l'homme. On ne peut pas appliquer la méthode de Mao. Dans le but de faire des cumuls pour projeter l'avenir. Donc tu es aujourd'hui pour le bien. L'homme africain sait exactement quels sont les problèmes qui rongent son avenir. L'homme africain sait exactement par où il faut commencer. L'homme africain sait exactement qui est auteur de son malheur. Mais malheureusement, l'homme africain est pris dans un cycle infernal où l'homme blanc a compris que dans les désirs qui montent en lui, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent en sorte qu'il oublie l'idéal tant que lui, là, peut se retrouver dans un contexte. C'est-à-dire le combat dans l'ordre collectif n'est pas dans le fort de l'homme africain. L'homme africain est incapable de vivre le collectif. Incapable de vivre le collectif, il est trop... tourné vers soi. Vers soi-même. Mais c'est dans notre culture, on a toujours été un peu le Ubuntu, vous voyez, donc on vit ensemble, et ça c'est plus l'Européen, l'homme occidental qui vit seul. Nous on a l'habitude de vivre dans le village. Je vais vous l'expliquer. Il y a le baobab qui nous réunit tous. L'arbre à palabre. Il y a les contes du grand-père. Je vous explique. L'homme africain vit ensemble avec les autres quand il est dans une échelle de vie comme les autres. L'homme africain, à chaque fois qu'il crée une déphasage avec le contexte des autres, il s'éloigne. Le cahier des charges de cette émission, nous allons maintenant passer à... On va tirer encore au sort une autre lettre. Parce que ici, dans cette émission, chers amis téléspectateurs, c'est la place à des grands hommes. Ici, nous réfléchissons et à travers deux sujets, ces sujets sont tirés au sort. Et quand on tire au sort une lettre, et cette lettre est là qui nous ouvre un peu qui nous ouvre la porte d'un autre sujet. C'est O, oui, O comme Occident, O comme oxygène, mais O comme Occident. La crise russo-ukrainienne, êtes-vous pro-russe ou Occident? C'est comme je dis. Vous devez avoir une position. Quand même. Pas forcément. Oui, j'ai une position. Oui. Parce que c'est irresponsable de ne pas avoir une position. J'ai une position qui... Des fois, c'est irresponsable de ne pas avoir une position. Exactement. Oui. Moi, maintenant, j'ai une position. Ma position n'est ni pro-russe, ni pro-ukrainien. Expliquez-vous. Pourquoi? Parce que j'estime que dans cette guerre, les responsabilités sont partagées. Comment? Pas par l'Ukraine de manière directe, mais en tant qu'État, ils ont une responsabilité. Mais l'Occident particulièrement qui soutient l'Ukraine, en fait. Je crois humblement que le souci de l'ascendance sur la Russie a fait en sorte que l'autre sort de son gant et punisse malheureusement des acteurs indirects. Les maillons faibles de la chaîne. Les maillons faibles, exactement. On ne va pas revenir sur cette situation, mais essayons de planter le décor de l'état d'esprit de la Russie, en fait. Parce que vous vivez depuis 2 années dans une communauté où le puissant du monde vous considère aussi en tant que puissant, mais vous considère comme étant quelqu'un de différent. Pourquoi? Parce que vous ne jouez pas dans les mêmes règles de jeu que les autres. Mais celui qui ne s'arrange pas dérange. Exactement. Donc, parce que la Russie ne s'arrange pas alors. Donc, puisqu'il dérange, heureusement que vous le comprenez. Puisqu'on dérange, ça veut dire que chacun vit constamment dans la prudence vis-à-vis des autres. De par les soucis d'intégration mondiale, l'Occident veut établir une proximité en termes d'organisation et en termes d'association avec un État très proche de la Russie. La Russie s'est dit, bon... Ce qui est normal. C'est un État indépendant. Ok, c'est normal. Mais la Russie s'est dit, qu'adviendra-t-il si jamais mes ennemis de tout le jour s'installaient juste en face ici? Juste à la porte. À la porte. Quand on connaît tout ce qu'ils ont déjà fait à ceux qui n'ont pas réfléchi de la même manière qu'eux, est-ce que, en tant que responsable, en tant qu'État, doit-on croiser les bras et croire à la bonne foi des autres? La réponse est non. On va vers les autres parce qu'il y a des cadres permanents de change. On dit, écoutez, pour telle autre raison, depuis la période post-soviétique,
avec mes prédécesseurs, il y a eu des arrangements. Oui, avec Khrouchtchev, avec Yeltsin et tout, oui. Le bonheur, c'est que vous me complétez très bien en l'histoire, puisque vous le connaissez. Et que finalement, on a établi des limites dans les adhésions pour certains États comme l'Ukraine qui ne devraient pas entrer dans l'OTAN pour des raisons... Mais ils disent que ce n'était pas écrit, c'était une sorte d'accord, c'était un peu tacite. On s'était dit, bon, on n'ira pas jusque là-bas, mais formellement, il n'y avait rien. Bon. Et l'Ukraine était un État indépendant. Bon, puisque vous avez utilisé des expressions d'ordre juridique, un accord tacite est un accord, oui ou non? Pourquoi cette obstination vers les écrits? Un État sérieux quand vous prenez des engagements. La plupart des fois, dans les accords bilatéraux, on établit juste les éléments de principe. Mais après, il y a des engagements pris sans que cela passe forcément par une résolution noir sur blanc. Je sais qu'aujourd'hui, pour des raisons d'histoire, il est préférable des accords écrits, mais la réalité, c'est que vous avez pris un engagement, il faut être des hommes de parole. Quand on s'engage au nom de l'État, il faut le respecter. Donc vous êtes partisan d'un monde multipolaire. Le monde est multipolaire. Autant qu'on croit que l'Occident a l'obligation ou a le monopole de protéger l'Ukraine et d'avoir l'Ukraine avec soi, autant la Russie également, qui est une puissance, estime que je peux, dans cette posture-là, moi aussi, avoir l'Ukraine comme étant un pays proche de moi. Et aussi, oui, sur ce terrain-là, l'Ukraine, il y a des antécédents. Il y a eu, dans l'histoire, des présidents pro-russes qui, par des manœuvres dilatoires et politiques, on a évincé par le Parlement, avec la bénédiction de Yanukovych. Heureusement que vous finissez bien mes phrases. Avec la bénédiction de l'Occident. Alors que juste avant lui, il y a eu un président pro-ukrainien, Yushchenko, qui est allé jusqu'à la fin de son mandat. Vous comprenez? Cette politique de prédation, cette politique paternaliste, c'est bien quand vous le faites, mais c'est mal quand c'est les autres parce qu'ils ne voient pas le monde de la même manière que vous. Alors, ce qui fait que dans la bataille de puissants, le petit Ukraine, subit un jeu en fait géostratégique. Comme on dit à Lingala, et alors dans ces contextes-là, vouloir prendre tel ou tel autre camp, c'est continuer à pérenniser en fait le système et les jeux. Or, je suis depuis un certain moment, j'ai pris l'habitude d'être dans le jeu, oui, mais de forcément pas jouer aux mêmes règles que vous. Alors, un monde multipolaire où on verra aussi la Corée du Nord faire ce qu'elle veut. Exactement, faire des essais nucléaires quand il veut, comme il veut, sans que personne n'aille inquiéter. Mais pourquoi il faut les contrôler, lui, là. La Corée du Nord. Je vais illustrer un élément. Le guide, il faut les contrôler. Je vais illustrer par un élément de société que les politiques connaissent, qui s'applique également dans la notion des États, surtout vers le monde moderne où nous sommes maintenant. Dans la vie d'un être humain, il y a 3 étapes. Même si pour la plupart des Africains, il n'y en a que 2. C'est la période de la dépendance de l'enfance, où on vit au crochet des gens, où on jouit simplement de beaucoup plus de droits que de devoirs. Jusqu'à ce qu'on atteigne l'âge de la maturité ou qu'on devienne indépendant. C'est, on dit, la phase de la responsabilité. Ça, c'est les 2 étapes que les Africains utilisent très souvent. Mais l'étape de la maturation, c'est l'interdépendance. Où, dans la société, j'ai vu mieux quand ce que moi je peux faire, Chicho complète là pour faire quelque chose, non pas de bien, mais d'excellent. Un homme mature, c'est quelqu'un d'interdépendant, qui sait se mettre comme une pièce de puzzle au milieu de plusieurs et sortir une figurine. C'est ça exactement le monde. Sur le plan économique... Donc on ne peut pas mettre l'homme à tout faire. Non, non. Le guide éclairé. Non, non. C'est lui qui doit tout... Non, non. Qui connaît tout. Qui est descendu des dieux. Puisque la survie du monde, des États, des individus, dépend de la complémentarité et de respect de limites de l'exercice ou encore de droits et des devoirs de l'autre, on ne peut pas être autosuffisant. Ça s'explique, mais exactement pour les États. Donc les hommes comme les Mao n'ont pas été ce qu'on nous a toujours décrit. Quand vous regardez autour de Mao, on vous dira, dans le secret, il y a des gens qui ont mis à leur oreille des choses qui cadraient certes avec
la grande vision qu'ils ont établie, mais le comment. On vous dira qu'il y avait des gens autour qui ont trouvé le chemin pour qu'il arrive là où il est. Alors Mobutu, dans tout ça, c'était comme Mao? Mobutu? Je pense pas. Je pense pas que Mobutu soit. Vous le jugez? Si il vous était donné de faire le procès de Mobutu, je me l'interdirais. pourquoi? Pour beaucoup de raisons, pour des raisons factuelles. Si le monde devrait s'incliner à ma façon de voir, je serais l'homme le plus heureux de pouvoir juger Mobutu. Mais j'ai une perception de la chose publique, c'est que quand vous gérez une nation comme la République démocratique du Congo, qui est en fait comme une pièce d'or entre les mains de quelqu'un qui est dans une pièce où est entouré des gens pauvres ou des gens avides de l'argent, croire que c'est votre... Croire que vous avez le monopole de décider de ce que vous avez en main, c'est une illusion en fait. Les gens qui vous regardent, ils ne font que regarder, oui, mais en fait, ils pensent à la stratégie, comment vous la reprendre. Et c'est ça le regard du monde sur le Congo en fait. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des individus qui se sont permis de les dire tout. Le Congo ne nous appartient pas qu'à vous, monsieur le président. Le langage dans ça, peu de gens sont en mesure de comprendre. Patrimoine mondial, patrimoine de l'humanité. Donc, ce qui fait que, à l'époque, je peux juger les erreurs de gestion de Joseph Désiré Mobutu. Parce que j'estime que si cet homme-là était dans le monde moderne et que s'il avait... Bon, je ne sais pas juger s'il avait vraiment de l'ambition parce que le contexte où il était, c'était aussi, il faut reconnaître, un contexte difficile. La guerre froide. Non seulement la guerre froide, mais on était dans la période post-coloniale où la condescendance de l'homme blanc était encore beaucoup plus prononcée que maintenant. Et qu'aujourd'hui, cet homme blanc-là, avec l'âge, se bonifie, avec surtout la résistance en interne, commence à se relâcher un tout petit peu sur la question de l'Afrique, mais tout en gardant un regard très vif sur ses intérêts vers l'Afrique. Donc le contexte, c'est qu'en matière de gestion, est-ce que Mobutu avait-il apprécié? Parce que c'est là où on l'attendait souvent, dit, avec l'influence qu'il avait au niveau de l'Afrique, avec la relation, en fait, avec la confiance des Américains, le tout-puissant de l'époque, qui pesait sur lui. Reagan, Bush. Il pouvait faire du Congo justement cette puissance-là, parce qu'il avait une voix qui portait, que les gens pouvaient attendre et faire valoir les intérêts. Donc vous le condamnez? Donc il n'avait pas fait. Mais le côté juste veut savoir, est-ce que si j'étais lui, dans le même contexte, j'aurais obtenu des résultats? Ça, je ne le sais pas. Ce qui fait que moi, après avoir appris la culture toltèque, j'ai appris à regarder, à juger le pour et le contre. Mais la notion de la vérité de fait, c'est-à-dire savoir juger les gens en fonction de ce qu'on a comme élément, ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit pas. Surtout quand il s'agit des questions de gestion du patrimoine commun. Avant de pouvoir juger quelqu'un, sois-en sûr d'avoir suffisamment d'éléments qui te permettra d'être dans la posture et estimer qu'il y avait des voies de sortie qui pouvaient lui permettre à lui de faire différemment de ce qu'il a fait. Donc, si vous voulez, puisque l'émission est scientifique, je vous livre le fond de ma pensée, parce que je crois qu'il y a eu des erreurs de gestion. Oui, comme tous les chefs de l'État qui sont passés, notamment celui qui est sur, en fonction, il y a beaucoup d'erreurs de gestion, ça c'est vrai. Mais la question, c'est que s'il faut dégager maintenant les responsabilités au regard de la portion que chacun a occupée dans l'histoire, là, on peut établir des échelles. On peut établir des échelles. On va encore tirer. On a déjà fini avec le point où? Non, non, non. La guerre russo-ukrainienne. Et oui, il reste là. C'est la dernière qu'on va... La dernière lettre qu'on va tirer. La dernière lettre. Est née de par les éléments empiriques. Comme quoi? Quand vous regardez la plus grande guerre que le Congo ait vécue, est passée par le Rwanda. L'Ouganda et le Burundi, il faut reconnaître. Mais dans ça, dans la proportion, le Rwanda, très souvent. Pourquoi je dis très souvent? Parce que, au-delà du passé, je ne reviendrai pas sur la mixture avec tout ce qui est arrivé au niveau des années 60. Là, il n'y a pas encore très très grand chose. Mais on est arrivé vers les années 90 particulièrement, le fait le plus récent. Parce que le Rwanda a pris une guerre fratricide en interne
ou une guerre, une bataille communautaire, impose à la RDC d'accueillir des sujets rwandais venus de par l'exode et que finalement par la suite ça va être la porte d'entrée pour beaucoup de problèmes. On ne les désarme pas, on les laisse entrer comme ça, avec armes et munitions. Précision parce que c'est un sujet très délicat. Ici, il n'est pas question de dire tel ou tel autre n'est pas congolais, notamment prendre les communautés dans son sens général. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des éléments rebelles qui sont arrivés ici. Les intérêts, ok. Qui, dans le souci de représailles, ont fomenté de coups ici, mais aussi qui ont organisé des bandes ici. Malheureusement, à défaut d'aller faire la guerre au Rwanda, on ne sait pas pourquoi ils ont manqué cela, ont imposé une guerre ici, chez nous. Contre les autochtones. Les autochtones. Alors pourquoi faire comme le Rwanda? Chercher un enfant là qui peut-être en 94 n'avait qu'une année et aujourd'hui aura peut-être 29 ans, lui donner des armes et essayer un peu de titiller le pouvoir de Kagame. Comme ils le font avec le RC, ils le font avec le M23. Comment ne pas forcer Kagame aussi à dialoguer avec les FDLR? En soutenant une rébellion qui va attaquer le Rwanda. Et ça sera une guerre civile entre Rwandais. Comment forcer? Ça fait partie de la stratégie. Il faudra le vouloir et le faire. Est-ce que c'est ça ce qui traverse l'esprit des dirigeants? Je ne pense pas. Je fais partie des gens qui estiment également que pour imposer le respect avec le Rwanda, il faut montrer au Rwanda notre capacité, notre puissance de feu. Je suis de ceux qui le pensent. Au moment où on parle d'ailleurs dans cette émission, le Rwanda est la première nation à aller inviter le mécanisme conjoint de la CIRGL parce qu'il y a eu quelques 2-3 bombes. Faire le constat. Parce qu'il y a eu 2-3 bombes qui sont tombées. C'est une première depuis plus de 2 décennies. Une première? Je pense pas. Il y en a eu. Mais le problème, c'est que le Rwanda, c'est vrai que on me dirait que c'est peut-être anodin, mais stratégiquement, c'est bien quand même de foutre un peu la trouille, qu'ils comprennent qu'on est capable de lancer aussi des histoires là-bas. Oui, parce que ceux qui étaient mineurs en 1994 ne sont pas tous génocidaires. Cependant, il y a un élément de fait, c'est que l'État congolais ne veut pas prendre cette casquette d'État voyou, en fait. Qui va aller chercher à infiltrer jusqu'à nuire. L'État congolais jusque-là a levé l'option du soft power, aller avec cette intelligence diplomatique. Ça n'a pas beaucoup de temps. Jusque-là, ça n'a pas encore porté de fruits, mais j'espère que finalement, à un certain moment, ils trouveront une autre solution. Vous avez maintenant un langage belliqueux. Bon, le langage... Ça ne vous ressemble pas? Non, le langage n'est pas belliqueux, mais vous savez, la réalité, c'est que quand on parle des questions de l'État, la voie belliqueuse est une voie parmi tant d'autres voies de résolution de crise. C'est pas parce qu'on qu'en Europe, ils avaient le ministre de la guerre. C'est là où les budgets, la défense est colossal, d'ailleurs, pour chaque État européen. Pourtant, des gens qui estiment avoir simplement aussi des guerres, par procuration, des guerres asymétriques avec le mouvement terroriste. Donc, en quelque sorte, je crois qu'on partagerait ces points de vue-là. Mais j'étais en train d'expliquer le pourquoi de la phobie du Rwanda chez les Congolais. C'est que tous ces éléments-là, notamment les événements de 1994, ont laissé un goût amer. Et malheureusement, dans l'idée de pouvoir cohabiter à nouveau, il n'y a pas eu ce qu'on appelle une réconciliation sincère. Le Congolais estime et a raison que le Rwanda était pour beaucoup dans la mort de la plupart des compatriotes. Maintenant, des millions. Si vous voulez que nous changions de posture, si vous voulez qu'on passe à autre chose, il faudra qu'on reconnaisse en vous quand même cette sorte de reconnaissance, permettez-moi la redondance, des faits mis à votre charge. Mais quand constamment le Rwanda se désolidarise, quand constamment le Rwanda... Ils font du négationnisme. En plus de ça, le Rwanda nous dédaigne en fait. Ce sont des éléments qui continuent à encourager et à nourrir justement cette phobie, jusqu'au point où, quand tu pars du Rwanda, Kinshasa ou ailleurs,
peut-être pas dans le zone directement touchée, Mhm. il y a quand même une certaine tolérance, Comment contrairement ici. Comment expliquer cela? Parce que les Parce gens... que nous sommes à plus de 2000 km de là. Mais pourquoi nous on ressent plus que ceux qui sont les victimes directes? Nous ne sommes pas indirects, mais nous sommes ces victimes, mais ceux qui les ressentent dans leur chair. Parce que nous, tout ce que nous avons comme éléments sont des éléments conduits par des canaux, des éléments venus de par la notion de l'information. Eux sont dans les vécus. Ils sont à la fois vrais et justes. Ils savent qu'on a des guerres, oui, mais je peux traverser, quitter, aller vers Gisenyi. Allez vendre mes marchandises. Je vends mes marchandises et puis je reviens. Dans ces cas-là, est-ce que ça rend aveugle? Non. Ça rend un peu plus humain, savoir faire la part de choses. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne connaissent pas la responsabilité du Rwanda, mais ils ont une certaine tolérance un tout petit peu parce qu'ils connaissent, comment dirais-je, le peu du bien qu'il y a dans cette relation, même si ça représente 0,0 quelques pourcentages. Puisque eux savent le palper, nous non. Nous, on est resté dans les éléments d'information tels qu'on a, et surtout des éléments qu'on a appris. Bon, c'est vrai, nous autres, on a déjà fait des visites là-bas, des par l'histoire, on a vu, et autres, on a assisté à quelques affres de guerre, mais les gens qui vivent au quotidien ont une dimension sociologique beaucoup plus prononcée que nous autres. Qu'est-ce que je dis? Pas sociologique, on connaît, mais sociétale. C'est-à-dire qu'ils savent les limites où ils peuvent détester le Rwanda, ils savent à un certain moment où ils peuvent considérer que c'est une zone d'opportunité, où je peux entrer, faire ce que j'ai envie de faire pour venir nourrir la famille. Donc, ce qui fait qu'il y a une petite évolution que nous, on n'a pas. Parce que nous, quel dividende, nous, là, ici, on peut tirer du sol. Nous qui sommes à Kinshasa. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, nous, on est resté très focus, très fomenté, mais eux, ils savent faire la part de choses, ils savent qu'il y a une dimension sociétale où, à la limite, il y a un petit pourcentage où il y a quand même un petit cadre d'échange, de par la notion de l'intégration et de par la collégialité du monde. Il y a et puis aussi au-delà de ça, ils savent qu'on a quand même quelques partenaires en face qui n'adhèrent pas forcément avec ce que l'État fait, mais en tant qu'individus, comprennent ce que nous on fait et nous aident même sur le plan économique, avec qui nous sommes partenaires. Donc, toutes ces histoires-là font en sorte que la perception évolue un tout petit peu, mais puisque c'est des gens qui ont vécu la guerre dans le fond, croyez-moi, c'est le premier qui savent déterminer de manière factuelle la responsabilité du Rwanda dans tout ce qui se passe. Donc, si on veut nous imposer une réconciliation, il faudra pas les passés, il ne faut pas l'oublier, mais il faut le réparer. Le réparer. Oui, il faut le réparer. Nous ne voulons pas aussi entrer en conflit avec nos téléspectateurs parce que c'est maintenant la troisième étape de cette émission, celle qui est beaucoup aimée aussi par nos téléspectateurs. Et j'aimerais, c'est l'instant télé. L'instant télé, mais ce sera après cette petite transition. L'instant télé et puis nous revenons. C'est l'instant télé, donc où je me dirige vers ma télé. Magdardi Diana, je vous invite à venir me rejoindre ici. Oui, donc vous pouvez zapper un peu. C'est ici. Zapper. Ça vous dit quoi? Ça? Ça vous dit quoi? Bon, des souvenirs, Nina. Comme quoi? Ça me fait penser à Linda de Souza, de Abuja. Quoi d'autre? Linda de Souza, la valise en carton, de la Béja Costa Pinto. J'ai même pensé à l'inspecteur Drebin avec. Oh, d'Eric également. Voilà un peu d'Eric, Arnold. Arnold et Willy. Et Willy. Il y a plein d'autres, mais l'anecdote qui me marque le plus dans ça, c'est. C'est quoi? Je crois qu'à cause de cette télé-là, oui, à la maison, il y avait presque plus de fourchettes. Comment ça? Expliquez. Ouais, quand vous êtes enfant, à force de tourner, oui, ces manivelles partaient souvent. Ce sont les fourchettes qui prenaient le pas. Donc, ces fourchettes sont l'ancêtre de la télécommande. Oui, la télécommande sans connexion. La télécommande manuelle, en fait. On tournait avec des fourchettes. Oui. Mais en réalité, c'était... Bon, je ne peux pas le dire de manière factuelle, c'est subjectif. C'est la plus belle des périodes. L'insouciance de l'adolescence. Je comprends qu'on le dise. Toute la famille réunie. Mais la vérité, c'est quand même des souvenirs indélébiles qu'on ne peut pas oublier, qu'on garde jalousement. Mais je me demande, bon, comment expliquer? Vous allez le revendre. C'était tellement petit
Mais c'est tout le monde qui regarde, c'est toute la famille qui regarde. Oui, mais à cette époque-là, le problème n'était pas la taille. Généralement, la notion de la taille est liée à la temporalité. Comment? Ce qui peut paraître petit aujourd'hui peut devenir encore beaucoup plus petit demain, parce qu'avant, c'était le plus grand format. Oui. Et que regarder au travers d'ici à quelques distances, on voyait clair, ça ne posait aucun problème. Jusqu'à ce que quelqu'un nous présente une autre option que, vous voyez, on peut occuper tout cet espace ici avec un écran, et ça ferait quand même gagner en taille. Et au fur et à mesure, puisque le monde évolue, on va évoluer. En réalité, il n'y avait rien de petit dans cette télé. Il n'y avait rien de petit. Parce que je ne vais pas vous dire le bonheur que c'est cette histoire après. Avec des gens. En tout cas, des millions de gens. Il y a des gens qui ont été orgueillés rien que pour ça. Oui. Depuis la frimée dans le quartier, rien que pour ça. Oui. Aujourd'hui. Alors, Maître Dardy Diana, Place des Grands Hommes vous a accueilli. Vos impressions? Bon, je vais reconnaître une chose, c'est que la qualité du débat public aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de le dire, c'est détérioré depuis un certain moment. C'est-à-dire, le débat public est devenu en fait une sorte de dictature de la pensée en fait, qui va rentrer dans un système fait comme tout le monde et dit exactement ce qui répond au système. Rares sont les moments où tu peux parler du fond de ta pensée en fait. Tu dis exactement ce que le côté philosophique, c'est-à-dire le côté fond de la pensée, oui, qui sous-tend en fait la plupart de tes argumentaires. Sur certains débats où pour des raisons de temps, on est obligé de rester dans les éléments de façade, mais dans le fond, il y a des convictions qui vous conduisent à avoir cette posture. Donc je dirais pas que c'est une émission qui m'a permis pour une fois d'être un peu beaucoup plus philosophique. Ça arrive pas très souvent. J'espère vraiment que les Congolais vont aimer parce que depuis un certain moment, les publics a pris l'élan vers tout ce qui est buzz, tout ce qui est populisme. C'est un constat désolant, mais je crois qu'il y a encore quelques personnes qui aiment encore entendre le fond de la pensée. Il y a encore quelques personnes qui aiment savoir un peu les choses au-delà de ce qu'on voit et de-delà de ce qu'on entend. Donc moi, c'était un exercice très plaisant. Donc j'ai pris mon pied en faisant... Surveillez vos mots. Ah non, il ne faut pas donner de caractère péjoratif à ce que j'ai dit. Oui. C'est-à-dire que je peux encore ajouter, j'ai été en extase. En réalité, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Oui. Donc, je crois que je dis chapeau. Et je peux comprendre un tout petit peu que ça soit le phare. Donc, puisque c'est le phare, ça ne m'étonne rien. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Mais ici, avant de nous quitter, nous avons l'habitude que vous puissiez signer ici. Tous ceux qui font leur passage dans cette émission ont l'habitude un peu d'immortaliser ce moment. Et nous avons l'habitude de garder un peu un petit mot ou une petite signature. Oui, c'est vrai, pas de problème. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce soir. C'est l'émission Place à des Grands Hommes qui a accueilli pour vous Mike Dardy Diana. Donc merci à notre directeur technique Christian. Merci à monsieur Eric. Merci en tout cas à toute la grande équipe technique de le phare télévision. Et en tout cas, nous vous demandons de rester branchés sur nos programmes et vous ne serez pas déçus. Bye. Vous avez fini? Donc on vous dit bye, il est en train de signer, donc il marque un peu son passage d'une manière indélébile parce que les images peuvent aussi se perdre, mais ses écrits noteront qu'il a été aussi de nôtre. Merci à vous, Maître Dardy Diana, je vous accompagne. Merci beaucoup à vous. Oui. Merci à la grande équipe derrière. À la grande équipe, oui. Merci au public de cette émission. Merci beaucoup.